qui est l'est de l'Amérique du Nord pour nos oiseaux, qui est pas mal la même chose tout au long de l'est, ici et au Québec. Euh, la faune et flore est semblable. Je vais partager l'écran. Euh, Puis, vous me direz, Jenna, si ça fonctionne. Vous voyez bien? Je vais le mettre plein écran. Là, c'est bien? OK. Les amphibiens et reptiles. Premièrement, je vais vous parler des caractéristiques. C'est quoi un reptile? Et les caractéristiques des amphibiens. Comparer les deux. Ensuite, on va voir nos 3 serpents. Les cycles de vie des batraciens, là, j'ai gardé batracien, mais c'est amphibien. Anciennement, c'était appelé des batraciens. J'ai juste pas changé dans dans ma présentation, excusez. C'est amphibien, le nouveau terme pour les qui étaient batraciens. Et les milieux fréquentés des amphibiens. Puis là, on va voir les espèces, le crapaud, la rainette, les grenouilles, les salamandres et le triton. Je vais vous présenter ça aujourd'hui. La caractéristique de nos reptiles. Les reptiles, les gens vont dire, ben non, on n'a pas de serpents, on a des couleuvres. C'est vraiment des serpents. Les serpents, c'est des reptiles. Et les reptiles, c'est des écailles, des dents, les griffes. C'est vraiment les lézards. On n'a pas de lézards, par exemple, mais on a des serpents. On les appelle couleuvres. Couleuvres, c'est des petits serpents qui ne dépassent pas d'1 mètre et qui est aucunement dangereux. C'est inoffensif. C'est ça qui est la caractéristique d'une couleuvre. C'est plus petit. Mais on peut les appeler serpents, on peut les appeler couleuvres, mais on a vraiment des reptiles. Puis, je vais vous passer les 3 communs tantôt, là. Les reptiles, ils ont un sang froid comparativement à nous quand le sang chaud. On est capable de contrôler notre température corporelle. Notre 37 degrés, il va conserver sa chaleur, même s'il fait moins 30 dehors, on ne va pas avoir un corps à moins 30, notre corps peut rester à 37. Tandis que eux, les reptiles, puis c'est la même chose pour les amphibiens, ils prennent la température extérieure. Donc, ils ont le sang-froid, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas contrôler leur température. C'est pour ça que c'est très important, le milieu. Quand on le prend sous une roche, il faut le remettre sous une roche parce que c'est important, l'humidité, garder la température corporelle contrôlée. Donc, c'est des êtres à sang-froid. Donc, eux, l'hiver, leur système ne pourrait pas tolérer le froid. Donc, là, ils vont hiberner. Là, c'est 2 mots très proches, hiberner, hiverner. Hibernation, c'est vraiment, ils tombent en dormance, le rythme cardiaque diminue, les organes vitaux travaillent très peu et ils ne dépensent pas d'énergie. Puis là, ils vont vraiment être presque, ils sont très endormis, ils n'ont pas besoin de se nourrir en ce moment-là. Un animal qui hiverne, il passe l'hiver presque normal. Il va sortir, il va juste aller se cacher dans un endroit moins, puis où il va ramasser de la nourriture, là, mais il ne va pas être en dormance comme hiberner. Eux font vraiment de la vraie hibernation, les serpents et les amphibiens. Ils ont des griffes, ben, pas la serpent, là, mais si on avait des lézards, les reptiles ont des griffes. Ils peuvent avoir des dents, des écailles, c'est plus sec que les amphibiens qu'on va voir. Leur cycle de vie est uniquement terrestre, comparativement à l'amphibien qu'on va voir tantôt. Terrestre, donc ils vivent sur la terre ferme, là. Puis, on va voir nos 3 espèces. Nos 3 espèces, et là, c'est toutes mes photos personnelles. Mes mains, c'est le premier, j'ai le chandail rayé, là, ça c'est moi, mais l'autre, c'est pas moi, mais c'est moi qui a pris la photo. La couleuvre rayée, puis encore là, il n'y a pas de danger avec nos serpents. Nos petits serpents, c'est des couleuvres, donc aucun venin dangereux. Ils vont nous piquer. Moi, je me suis fait piquer, là, mais c'est comme une piqûre. Ça fait même pas l'effet d'un maringouin. Le maringouin, il va te gratter. Il y a quand même une substance qui va être dérangeante. Pas pour la serpent, il n'y a aucun problème. Donc, elle, c'est quand même notre plus grande. La couleuvre rayée, elle peut venir assez grosse, là, proche d'un 2 $. Là.
puis 92 cm, donc c'est presque 1 mètre. C'est comme les plus grosses des couleuvres. Là, il y a un grand mot, là, ovovivipare, c'est qu'elle ne pond pas des œufs à l'extérieur. Les œufs restent dans le corps pour, ils vont couvre les œufs à l'intérieur du corps. Quand les bébés naissent, ils naissent en bébé. Tu sais, oui, les serpents pondent des œufs, les reptiles pondent tous des œufs, mais parfois ils sortent en œufs, parfois ils sortent déjà développés. Et là, ils aiment l'eau. Cette espèce-là, la couleuvre rayée, on peut la trouver dans l'eau assez loin de la rive, là. Il peut même aller dans l'eau salée, dans l'eau douce, ils aiment beaucoup l'eau. Puis ça, c'est quelque chose que les gens, on les voit pas, mais ils sont très, très discrètes. Vous voyez la couleur, ils sont rayés, grisâtres, bruns. C'est pas des serpents très voyantes. Puis ils vont s'isoler ils vont aller nager, ils sont des très bons nageurs. La couleuvre verte, elle est beaucoup plus petite. L'adulte peut être jusqu'à 45 cm quand même. Elle est très fine comme serpent. Cette couleuvre-là, elle est très agile. La jarretière, anciennement appelée jarretière, c'est la couleuvre rayée. Elle aimait l'eau. Celle-ci aime beaucoup les arbres, les plantes. Ils vont grimper. C'est des serpents que, même sur une plante, c'est très petit, donc elle est capable de se camoufler sur une fleur, puis c'est vert, un beau vert, comme les feuilles. Donc, c'est plus difficile à voir, mais elle est très commune, là. Elle est très commune. Puis, elle peut aller jusqu'à, c'est ça, 45 cm quand même. C'est longue, mais très fine. 3 à 8 œufs. Elle va pondre les œufs en œufs, là. Et après, les œufs vont éclore et faire les petits bébés serpents, là. Comme je disais, très agile, elle aime grimper aux arbres. Donc, c'est un différent comportement que notre couleuvre rayée qui est plus commune. Et la couleuvre à ventre rouge, c'est la dernière reptile que je vais vous présenter. C'est quand même c'est nos 3 reptiles les plus communs dans la province. Tu sais, on peut en voir d'autres, mais ça, c'est les 3 principaux. C'est le fun d'apprendre les reptiles, les amphibiens, parce que ça prend pas de temps, tu les connais toutes. Ben, toutes. Tu peux les identifier. Comparativement à commencer les oiseaux, c'est absolument plaisant, mais ça prend du temps à être capable d'identifier toutes les espèces et les insectes. Tu peux pratiquer une vie à identifier les insectes sans avoir identifié chacun. Mais les reptiles, c'est 3. Donc, c'est plaisant à connaître. Puis là, vous savez, la couleuvre rayée, très grisâtre, brun, la verte et là, la ventre rouge. Ventre rouge, elle est encore plus discrète. Elle va moins être dans les plates-bandes de fleurs. Les personnes qui font des jardins, ils vont plus voir la verte et la rayée. La ventre rouge, moi, celle-là, ça, c'est ma main aussi, là. J'ai creusé pour faire pour un feu, pour faire un centre de feu là, avec les roches. Là. Et c'était en dessous de la terre, en dessous de la bine de feu. Donc, ça va être plus comme en très plus creux, plus discrète comme serpent. Elle est très petite, jusqu'à 31 cm, mais elle est habituellement, les espèces sont quand même, c'est la plus petite des serpents, très petite. Ça, c'est un adulte qui est dans mes mains, là. Ovovivipare aussi, donc elle donne des bébés directement en serpent. Donc, la couleuvre à ventre rouge et la couleuvre rayée, elle ne pond pas d'œufs avant que l'œuf se développe en petit serpent. Elle pond directement en petit serpent. Discrète, comme que je disais tantôt. Y a-t-il des questions Rachel, pour les oui, on reptiles? vient juste de recevoir une question. Ernest veut savoir, est-ce que leur habitat est les marais ou la forêt? Bonne question. C'est une bonne question. Nos reptiles vont plus... Les amphibiens, là, ça va être facile, vous allez voir, c'est beaucoup humide. Beaucoup les lacs, beaucoup plus humide en raison qu'ils n'ont pas d'écailles pour protéger du soleil. Donc, nos reptiles, c'est des animaux qui vont être plus dans un champ. Tu sais, la grenouille, c'est rare, il va être dans le champ parce
c'est directement au soleil, puis on le sang froid. Donc, qu'est-ce que tu as les choix? Il voulait savoir si c'était Les marais ou les forêts? forêt. Je dirais, comme la couleuvre rayée, c'est plus proche de l'eau, mais on peut la voir directement à côté de la maison, on peut la voir en forêt, un peu partout, la couleuvre rayée. La couleuvre verte aussi, la couleuvre verte est plus loin de l'eau, la verte. Parce qu'elle aime les arbres, beaucoup grimper, puis elle peut être dans les champs ou dans les plates-bandes de fleurs autour de la maison. Mais dans les marais, c'est moins les serpents qu'on va trouver dans les marais. Vous allez voir, c'est plus les grenouilles, les amphibiens, plus proches des marais. Elle, la couleuvre à ventre rouge, par exemple, je ne suis pas trop certaine de son habitat précis, là, mais elle aussi, on peut la trouver plus dans les champs secs. Donc, les serpents, c'est moins aquatique puis moins humide que les amphibiens. Donc, c'est plus proche des maisons. Puis dans la forêt aussi, là, on peut en trouver. Mais ils vont plus tolérer le soleil. Je ne sais pas si ça répond à la question, là. Parce que la rayée, elle, c'est bien marqué, là, c'est tous les habitats, la rayée. Puis la verte est beaucoup plus les arbres. Oui, Ernestine, merci. Ouais. Euh, Puis l'autre question, c'est est-ce qu'on a le droit de toucher les couleuvres? le droit, je devrais dire qu'on ne devrait pas toucher rien de sauvage, rien de la nature. On ne devrait rien, même une branche morte, on devrait la laisser là pour la matière organique. Mais je dirais, moi, je les ai pris, là. Vous avez vu mes photos, j'aime ça, les identifier de près. Mais l'important, OK, il n'y a pas de problème. C'est pas dangereux. Ça, c'est une chose, c'est pas dangereux. Il pourrait te mordre. Ben, la couleuvre verte, elle n'a même pas la bouche assez grande pour te mordre. Mais la rayée, moi, j'ai eu des petites piqûres. C'est pas dangereux. L'important, c'est de le remettre dans son habitat, de ne pas l'amener chez vous, de ne pas le marcher avec et là, le mettre à un autre endroit. C'est important en raison de leur sang froid de le remettre à la même place. Parce que où il se trouve, c'est important. Si c'est sous une roche, le remettre sous une roche. Mais ce n'est pas dangereux, puis on a le droit, on peut le prendre. Nos amphibiens. Les amphibiens, la différence, ils n'ont pas les écailles qui protègent la peau. Donc, eux ont besoin encore plus des places humides. Y a-t-il une autre question? Oui, je pense avant qu'on continue avec les amphibiens, peut-être on peut demander s'il y a des questions sur les reptiles, puis on a une. Maureen veut savoir où est-ce qu'on trouve les couleuvres. Où est-ce qu'on trouve les couleuvres? Oui. Comme je disais, là, les couleuvres, c'est plus partout que nos amphibiens. Vous allez voir, les amphibiens, c'est plus précis comme habitat. Sauf que nos couleuvres sont plus partout. Surtout la couleuvre rayée. La couleuvre rayée, elle qui était la plus grosse, elle, on peut la trouver autant en ville, autant dans un plate-bande de fleurs que dans la forêt, que proche de l'eau. Elle a vraiment tous les habitats. La petite verte, elle, c'est plus dans les arbres. C'était-tu la question ou c'est plus les régions ou l'habitat Ça ne où dit on les pas, mais trouve? peut-être les régions, ça serait intéressant aussi pour les gens. Les régions, moi, je dirais l'Est de l'Amérique du Nord. Ça veut dire de nous jusqu'à même en Floride. Parce que si vous voyez nos oiseaux, la plupart on migre de cette façon-là, là, verticalement. Là. On ne se promène pas. Souvent, les habitats sont plus semblables dans euh, de tout l'Est. Là. Comme Ontario, là, ça commence à être différent comme température beaucoup. Fait que c'est sûr, de l'Ontario vers l'ouest, là, on a différentes espèces. Mais nos espèces, c'est pas mal l'est de l'Amérique du Nord. Ouais. Y a-t-il d'autres questions pour nos reptiles? Et on n'a pas de lézard. Donc, quand on voit avec des pattes un reptile, ben, c'est pas un reptile, c'est nos salamandres là, qui est dans les amphibiens. Donc, on continue avec les amphibiens. Je pense que oui. Oui. Euh, les amphibiens, comparativement aux reptiles, c'est ça, ils ont aussi le sang froid, donc c'est important le contrôle de leur température.
mais ils n'ont pas les écailles pour protéger du soleil. Puis ça fait une différence dans leur habitat. Ils doivent garder de l'eau, surtout parce que l'été. L'hiver, c'est trop froid. Nos reptiles ne peuvent pas vivre. Ah, puis j'ai pas dit, mais les reptiles, où ils vont pendant l'hiver, c'est toujours en dessous. Ils vont aller vraiment sous des bûches de bois, le plus proche du 4 degrés. Vous savez, quand on descend dans la couche de terre, à un moment donné, c'est plus gelé. C'est pas, par exemple, en dessous d'un lac, en dessous de la glace, c'est 4 degrés et ça gèle pas, mais c'est assez froid. 4 degrés, c'est la température d'un réfrigérateur. Donc, le serpent, la couleuvre, l'amphibien aussi, il va trouver une place à ce 4 degrés-là où c'est protégé du gel pour ne pas geler, mais c'est pas super chaud non plus, mais pour passer l'hiver en dormance, là, en hibernation. Le reptile fait la même chose. L'amphibien, c'est aussi un vertébré, donc il y a un squelette, comme le reptile, comme nous. La peau est visqueuse. Visqueuse, ça veut dire un peu moite. Pas trempe, c'est pas de l'eau, mais c'est quand même quand vous touchez une grenouille, là, une salamandre, c'est humide. Puis c'est important. Le reptile, ça, on peut le prendre un peu plus longtemps dans les mains là, parce qu'il y a une grosse protection avec les écailles. Mais ceux-ci, là, les amphibiens, là, les grenouilles, salamandres, on ne devrait pas les prendre longtemps. Puis si on les prend, il faut vraiment se mouiller les mains avant. On devrait avoir les mains trempes quand on prend un amphibien. On vient de recevoir une question sur les amphibiens. Est-ce que la chasse moustique et la crème solaire est mauvaise pour eux? Oui, beaucoup. C'est exactement qu'est-ce que j'allais dire aussi parce que nos mains, eux, encore une fois, parce qu'ils n'ont pas les écailles comme le serpent, ils vont respirer au travers leur peau. Donc, c'est super important d'avoir les mains propres, les mains trempes si possible, humides, là, même de l'eau. Et ils sont très sensibles à n'importe quoi qui pourrait être sur notre peau, même de la crème de corps, là. Donc, ils sont très sensibles aussi aux toxines de l'air, aux polluants. Donc, c'est un bon indicateur aussi. Quand on voit un amphibien, là, c'est un bon signe pour l'environnement. Donc, c'est souvent des indicateurs de pollution ou de qualité de l'air. Donc, faut vraiment faire attention à nos mains là, quand on les touche. Leur cycle de vie, c'est ça qui est très différent des reptiles puis de beaucoup des vivants, c'est qu'ils ont des cycles terrestres et aquatiques. Ils ne sont pas tous pareils. Vous allez voir qu'il y a des cycles différents d'autres, mais il y en a un qui est standard à la plupart, puis il y a des exceptions. Mais ils ont quand même toujours un cycle terrestre et aquatique dans leur vie. Et encore, c'est une espèce à sang-froid, ça j'en ai parlé. Oui, il va hiberner soit en dessous dans le lac, dépendant dans quel cycle de vie il est rendu. Des fois, il est en tétard, des fois, il est en adulte, mais il peut passer l'hiver sous la glace. Une autre question? Oui, Maureen a fait un commentaire que son fils Samuel a trouvé un crapaud et c'était vraiment camouflé et ressemblait à la terre. Mmh. Oui, je ne sais pas à quel point ils ont la capacité de changer leur couleur, mais j'ai l'impression, même quand tu lis dans les livres pour les autres, là, il y a le crapaud, mais il y a aussi la grenouille des bois puis la rainette. Vous allez voir, ils sont tellement presque transparents des fois, là. Leur corps s'adapte beaucoup à l'environnement. On dirait pas comme un caméléon, là, pas, il va pas, mais ça le dit souvent dans les guides que la couleur va s'adapter à l'environnement. Donc, à quel point, mais oui, souvent ils fondent dans le décor, hein, c'est impressionnant. Les milieux fréquentés, j'en parle plus avec les amphibiens parce que les reptiles, comme je vous disais, on les trouve pratiquement partout. Ils s'adaptent beaucoup en raison de leur écaille. Donc, les amphibiens, eux, c'est vraiment les milieux humides. Sous les roches, si vous voulez aller à la chasse aux amphibiens, puis la chasse, c'est plutôt d'observation, là. On va lever les bûches, lever les roches, puis on va tomber sur des amphibiens, là. Moi, je vois pas les questions, mais je vois qu'il y a un petit, ça vient juste en couleur là au-dessus. Puis je vois que
c'est une question. Oh, j'entends pas. Oh, Maureen voulait savoir où est-ce que les couves hibernent, puis tu as expliqué que c'est sur les lacs et c'est dans la terre où ça ne gèle pas. Puis Ernest veut savoir pourquoi le chant de grenouille le printemps près des étangs et c'est surtout quel espace, quelle espèce. Donc Il va pourquoi chanter? oui, pourquoi est-ce qu'il le fait près des étangs et quelle espèce fait le chant? C'est une très bonne question. Puis vous allez voir quand on va passer chaque espèce, on va voir le chant, on va entendre le chant. Puis le chant, je peux le dire tout de suite, là, quand même, c'est étant donné qu'ils sortent directement du lac au printemps, c'est là qu'ils sont au printemps, ils sortent de soit de la vase en dessous ou dans l'eau. Donc, quand ils sortent, c'est le temps des amours. Donc, on se met à chanter pour essayer d'attirer le plus de toutes les espèces dans les autres lacs, dans les eaux. Puis là, ils vont tous se rassembler. Puis c'est vraiment là comme la cale des amours pour chanter. Puis c'est surtout au printemps. Puis rendu dans l'été, là, vous savez qu'on n'entend presque plus rien. Ils s'en vont souvent dans les forêts, dans leurs habitats, qui est différent du lac des fois. Puis là, on les voit moins. Fait, c'est pour ça que c'est au printemps. Ça chante beaucoup. C'est directement alentour des lacs. Puis on va passer les chants là, tantôt. Puis là, y avait-tu l'autre question aussi? Le micro. Oui, l'autre question était où est-ce que les couleuvres hibernent? Ah, OK. Mais c'est ça, Oui. ça va être sous, par exemple, une pile de bois que vous avez chez vous, là, puis c'est vaseux en dessous de la terre. Il va se rentrer en dessous dans les bûches de bois, le plus proche du sous-sol possible. Sous-sol, ça veut dire le 4 degrés, là. Ils vont hiberner là. Fait le cycle de vie des amphibiens, là, je vais dire de presque tous les amphibiens, parce que partout, hein, il y a des exceptions. Fait que presque tous les amphibiens, ils ont l'adulte qu'on voit en haut va pondre des œufs. Souvent, c'est dans les lacs, dans les étangs, les places d'eau douce où c'est pas creux sur les côtés, alentour des quenouilles, alentour sur les algues, les feuillages. Ils pondent des œufs. Les œufs vont se changer en têtard, en larve, là, le juvénile. Il y a toutes sortes de noms pour le têtard, là. Et le têtard va métamorphoser en adulte graduellement, puis ça recommence. Donc, le cycle de juvénile, de bébé ou de larve est souvent aquatique et rendu adulte, la plupart des amphibiens sont tous terrestres, donc ont des poumons et ne peuvent plus respirer sous l'eau. Donc, ça, c'est la plupart des cycles des amphibiens, mais on va voir qu'il y a des exceptions. On va commencer avec les espèces. Il n'y a pas de questions en général. Là, on passe toutes les espèces d'amphibiens, puis je ne sais pas comment il me reste de temps, Jenna. Je 25 minutes encore. Ah, OK. Fait que là, il me reste les espèces d'amphibiens. On a vu les reptiles, on a vu les caractéristiques des amphibiens. Fait que là, je vais faire jouer aussi les chants à chacune. C'est le fun parce que, comme je vous dis, là, les amphibiens, reptiles, on peut juste étudier ceci, là, puis connaître pas mal tous nos amphibiens et reptiles. Fait qu'on va toutes les passer. La chair rainette crucifère. Elle est très, très, très petite. Très petite. Mais c'est elle, je suis certaine que vous connaissez le plus. On la voit pas facilement, là. Des fois, il y en a qui chantent, puis je dis, elle est là, à mes pieds. Je sais qu'il y en a une à mes pieds, mais tu cherches, tu cherches, tu cherches. Je sais pas si vous voyez, mais ça, c'est le bout d'un doigt, là. Ça, c'est le bout d'un doigt, donc c'est très, très petit. Et les rainettes, leurs caractéristiques, ils ont des petites boules là, au bout des doigts, c'est des ventouses, comme plunger, là, une ventouse qui colle dans les vitres. Là. Ça va coller dans les fenêtres, ça va coller sur les plantes. Ça, c'est la caractéristique d'une rainette. Et la rainette crucifère, crucifère à cause d'une croix, mais ce n'est pas une croix, c'est un X, là. C'est ça qu'elle a sur le dos, c'est leur caractéristique physique. Là. On peut la distinguer avec le X. Ils vont pondre environ 1000 œufs.
toutes sur des petites plantes, puis ils vont aller pondre un œuf à la fois sur une petite plante. Ça prend du temps, mais c'est la façon qu'ils pondent. Quand j'ai lu ça, moi, je suis comme, ah, je pensais que toutes les grenouilles, ça faisait des ronds d'œufs, mais c'est ceux qu'on voit le plus. Les autres, on ne les voit pas. Puis imaginez comment l'espèce est petite, imaginez comment l'œuf doit être petit. J'ai jamais vu d'œuf de rainette, là. Et c'est peeper, en anglais, peepers, là, je pense que c'est le nom en anglais. Et je vais vous faire écouter. Tout le monde a déjà entendu des rainettes. Au printemps, c'est en français, on va dire 8, comme le chiffre 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Je vais le faire écouter, là. C'est plus que moi. C'est mieux que moi, là. Et ici. Là, on entend une rainette. Mais normalement, là, on n'entend pas une rainette. Ça ne fait pas vraiment ce bruit-là parce que c'est plus pi, 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 pi. Tu passes en voiture, les vitres baissées, puis tu peux entendre un groupe de rainettes. Donc, mais beaucoup de monde, ah oui, il y a des criquets, j'entends les criquets le soir. Souvent, ce n'est pas les criquets, c'est les rainettes. C'est un bruit vraiment commun, qu'on n'entend presque plus tellement qu'il y en a beaucoup. Et moi, j'ai été proche des lacs là, en pleine saison des amours, là, comme au début l'été, comme là, dans ce temps-ci, là, proche des lacs où il y en a, puis tu ne peux pas t'entendre parler. Tu ne peux pas t'entendre tellement que ça crie fort quand tu es proche d'un lac. Fait que ça, c'est la rainette. On va sauter à l'autre espèce. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ça, c'en est une que la couleur est très, très, très camouflante. Je ne sais pas si je peux dire le terme camouflante, mais parfois, là, tu vas la voir, là, elle est transparente, puis tu vois presque la branche au travers. Là. Donc, elle se confond beaucoup avec son environnement. Là. Le crapaud. Est-ce que vous m'entendez bien encore? M'entendez-vous bien Oui, encore? c'était coupé pour une minute, mais Ah, OK. je t'entends C'est encore parce que je ne me maintenant. suis pas aperçue, mais mon micro ne marchait pas. Mais C'est seulement pour une seconde. OK. Crapaud d'Amérique, on a un seul crapaud. Un espèce de crapaud en Amérique du Nord. C'est une question? Oui, il y a une question, Ernest, encore. Est-ce que c'est possible de faire des sorties d'observation des grenouilles? Puis la deuxième partie, est-ce que les changements climatiques ont un effet négatif sur les amphibiens? Pour la première question, les sorties d'observation, je sais qu'il y a une place à Fredericton. C'est un préserve naturel Hyla et c'est là que tu peux aller voir les grenouilles qui vivent dans les arbres. Mais je ne sais pas si, Rachel, tu connais des autres. Oui. Ben, nous, on en fait dans le club de naturalistes. Là, habituellement, vers ce mois-ci, là, on fait une sortie, mais là, ça ne sera pas possible cette année. Mais n'importe où chez vous, vous avez un lac, un étendue d'eau douce, là, donc pas salée. Allez là vers le souper, après le souper, là, et convaincu que vous allez trouver, il faut regarder pour le bord de l'eau avec il y aura des œufs, tu vas entendre des rainettes, tu vas entendre d'autres aussi qu'on va voir. N'importe où tu as un étendue d'eau douce. Partie 2 était, est-ce que les changements climatiques ont un effet négatif sur les amphibiens? Je ne sais pas à quel point et quelle étude donne des chiffres là, sur les impacts, mais convaincu qu'il y a des impacts. Premièrement, avec les températures, c'est tellement des êtres sensibles à la température comparativement aux insectes, comparativement qui vont s'adapter vite. Nos amphibiens sont très sensibles à la température, donc j'ose croire que oui, ils sont affectés par les changements. Et une troisième question venant de Maureen. C'est quoi la différence entre les grenouilles et les crapauds? Bonne question aussi. Grenouilles, on va les voir tantôt, là. Là, vous avez vu la rainette, elle, c'était les boules, hein, les ventouses au bout des doigts, ils peuvent monter. C'est ça, les rainettes. Puis on a d'autres espèces de rainettes moins communes. Le crapaud, la caractéristique, on a une seule. On a
une seule espèce de crapaud, c'est les verrures, là. Mais c'est pas des verrures, ça donne pas des verrures, ça, c'est pas vrai. On les appelle des verrures, mais chaque verrure est une glande qui sécrète une toxicité, pas pour nous, mais pour nous aussi, mais il faudrait le croquer. Donc, il faudrait le manger, ça serait toxique. Mais c'est pas toxique du tout pour les mains, il n'y a pas de problème. Quand on dit qu'il faut se laver les mains, c'est pour eux, c'est important, c'est pour leur sécurité. Mais la différence entre nos crapauds et nos grenouilles, il y a aussi la crête derrière des yeux, grosse crête et beaucoup de verrures, beaucoup à cause c'est les glandes, justement, comme un chien. Puis le chien, la plupart des animaux vont ressentir ils vont pas aller vers des animaux toxiques, mais si on devait les manger, ça peut, disons, dans un temps de survie, les amphibiens, c'est quand même facile à attraper comparé à un écureuil. Tu sais, si tu dis oui, on peut manger un écureuil en temps de survie, il faut l'attraper, hein? Mais les amphibiens, c'est quelque chose quand même assez attrapable. On peut l'attraper, mais il faut les peler parce que les peaux souvent sont toxiques chez les amphibiens et reptiles, les peaux. Donc, il faut peler si jamais vous voulez manger un amphibien. Donc, la différence du crapaud et de la grenouille, c'est vraiment les bosses là, du crapaud. On les voit bien, là, s'il y a des bosses. Puis des fois, on va dire, ah, j'ai trouvé un petit crapaud ou un moyen crapaud, mais c'est toujours le crapaud d'Amérique. Il va grossir. Là, je me rappelle plus du temps qu'il vit, là. C'est plusieurs années, le crapaud, là. On a une seule espèce, il va pondre 6000 œufs à chaque printemps ou plusieurs fois dans l'été, des fois. Puis, c'est les glandes, chaque bosse. C'est très facile à reconnaître notre crapaud. Ah, et son chant, très facile, c'est un TR. C'est comme un trill. Et le crapaud aussi. Euh, Crapaud d'Amérique. Ensuite, je vais vous le faire en. Puis dites-moi si on ne l'entend pas bien, là. Vous avez entendu? Le trill, il dure environ 7 secondes. Donc, c'est un trill, là, 7 secondes. Une autre caractéristique du crapaud qui est facile, le chant est facile, il est facile à reconnaître physiquement, là, et ses œufs, c'est en forme de chapelet. C'est pas une boule d'œufs. On le voit, là, c'est pour ça que j'ai pris cette photo-là d'accouplement, là, parce qu'on voit là, le chapelet. C'est comme tout un collier. Un collier de. Les œufs sont en ligne droite, là. C'est facile à reconnaître dans un étang. Tu vas dire, ah, c'est des œufs de crapaud. Il n'y a pas de grenouille qui fait ces œufs-là. Donc, c'est une autre particularité du crapaud. La grenouille des bois, elle, c'est la vraie grenouille. Donc, elle n'a pas de ventouse, elle n'a pas de petite bosse sur le dos. C'est des grenouilles comme qu'on voit dans un cartoon de grenouilles. Souvent, c'est puis, il y a aussi, comparativement au wawaron, nous, on n'a pas le wawaron. Dans le sud de la province, là, plus on a des chaleurs, le wawaron, c'est la grosse, grosse grenouille, là. Elle n'a pas mais vous allez voir les grenouilles, ils ont ce petit pli. Je ne sais pas si vous voyez le pli qui va de l'œil jusqu'aux fesses, là. C'est un petit pli. Ça, les grenouilles, la plupart des grenouilles ont ça. Puis, vous allez voir, ça différencie aussi une qui ressemble au wawaron, là. Puis ils n'ont pas de ventouse, c'est comme des petits. C'est pas des griffes comme le crapaud, là, mais c'est juste un bout de doigt, là. Et la grenouille des bois, elle, c'est le masque qui la différencie des autres physiquement. Elle aussi, on dirait que la couleur, elle peut aller du brun, rosé, beige. C'est pas- La plupart de nos espèces d'animaux, là, on ne devrait pas aller par la couleur, hein. La couleur, là, ça dépend du soleil, ça dépend euh, la luminosité que tu as ou la couleur, des fois, c'est trichant. On devrait se fier à des caractéristiques précises, comme là, le gros masque noir ou une ligne ou un comportement ou un habitat, plus que sa couleur. Puis les amphibiens surtout, parce que comme on a eu le commentaire, là, ça s'adapte à l'environnement. Le pli dorsal, c'est ça le petit pli, là, c'est la petite ligne qu'on voit sur le dos. Donc, il y en a aussi. Et son chant,
Son chant, il y a une madame, elle m'appelle, puis elle dit j'ai un paquet de canards dans le bois, des canards. Puis là, j'ai des canards. Oui, le soir, j'entends un paquet de canards, mais c'est pas des. Ça ressemble à des canards. Il y a aussi dans certains livres, ils vont dire que ça ressemble à deux ballons, des ballons de caoutchouc là, que tu vas frotter ensemble. C'est un petit coin-coin, on dirait. Je vais vous le faire jouer. Oh non, ça c'est le crapaud. Excusez. Euh, Grenouille des bois. Là, ça ressemble coin, comme un canard ou ici. Puis là, on entend plus qu'on dirait comme une voix de grenouille, là. Mais quand c'est loin, là, ça peut paraître. C'est. Je ne sais pas si je le fais bien, là, mais c'est ça que la grenouille des bois. Et j'ai oublié de dire, chez les amphibiens et les reptiles, c'est presque toujours la femelle qui est beaucoup plus grosse. Donc, dans l'accouplement, c'est vraiment drôle. Ben, c'est que la femelle est dessous, c'est gros, puis le mâle est tout petit par-dessus, là. Comme qu'on a vu tantôt le crapaud. Je ne sais pas si on voyait, oui. Là, il n'y a pas une grosse différence, mais comme sur la grenouille des bois, des fois, là, c'est tout petit par rapport à la femelle qui est en dessous, là. Donc, le pli et le chant. Donc, là, c'est la grenouille des bois. La grenouille verte, elle, je trouve que c'est elle qui ressemble plus à une grenouille. C'est grosse grenouille verte, comme quand on voit, comme là, j'ai un jouet en grenouille, ben, il ressemble vraiment à la grenouille verte. Elle, la grenouille verte, j'ai aussi oublié de parler de l'habitat du crapaud. Le crapaud, c'est comme notre couleuvre rayée, elle est partout. Le crapaud, tu peux le trouver partout. Tu vas le trouver en ville, tu vas le trouver dans le bois, dans les places humides, les places plus secs. Le crapaud est vraiment, l'habitat est varié. Grenouille des bois, ça le dit, on la voit plus dans le bois. Aussitôt que les œufs, les têtards, c'est sorti du lac, ils vont se diriger dans la forêt, puis ils vont pas mal être toujours dans la forêt, les grenouilles des bois. La grenouille verte, c'est vraiment notre grenouille la plus aquatique. Mais elle reste la tête sortie de l'eau, là. On va passer des fois en vélo, puis il y a des quenouilles où il y a des quenouilles un peu d'eau. Elle peut avoir juste la tête sortie parce qu'ils ont des poumons, là, les adultes. Donc, ils ne peuvent pas être dans l'eau toujours complètement. Mais la grenouille verte, elle aime beaucoup être dans l'eau. Donc, c'est notre grenouille qu'on va trouver dans les fossés, dans les étangs, beaucoup plus après qu'elle est sortie de tétard, là, de juvénile, elle va rester quand même. Elle ne s'éloigne pas beaucoup des cours d'eau. Le tympan est très gros. Je ne sais pas si vous voyez derrière l'œil. Là, ça, c'est une caractéristique aussi physique. Elle aime les étendues d'eau douce, n'importe quelle, que ce soit un fossé, un petit lac, un petit. Et là, son chant, c'est comme un spring, un ressort. Tum, tum, tum. C'est un son qu'on entend aussi là, régulièrement, mais des fois, on ne sait pas que c'est la grenouille verte. Je vais la faire ici. Puis là, on en entend un ou deux, là, mais quand elle est toute seule, là, puis ça, c'est une grenouille qu'on entend souvent toute seule. Tu sais, la rainette, c'est beaucoup en gros groupe. La grenouille des bois aussi en groupe. Mais le crapaud et la grenouille verte, on va les entendre souvent seuls. Ptoum, ptoum, tu vas en entendre un là et un peut-être l'autre bord du, euh, du lac, là. C'est pas en gros groupe comme les rainettes. Puis Rachel, encore j'ai là. une question. Ah oui, oui. C'est quoi la fonction du tympan? Est-ce que c'est comme une oreille? Ça, je ne suis pas certaine, là. J'ai déjà lu ça, puis je suis. Mais ça qui est certain, c'est ça va avec le sens auditif, là. Mais je ne sais pas à quel point c'est pareil comme notre vrai tympan, là. Mais eux, ils sont très sensibles aussi, là, comme puis je ne sais pas si ça amplifie, mais c'est en rapport avec l'oreille, là. C'est vraiment tympan, là. Mhm. Puis on vient de recevoir une autre question. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des grenouilles crapauds menacées, en péril et présentes dans la péninsule acadienne?
En péril, là, j'irais plus avec les tortues. Je sais que les tortues, notre tortue des bois a été, mais là, c'est vraiment l'Unani qui pourrait répondre à si elle est vraiment, parce que ça, en péril, hein, il y a beaucoup de stades, là, comme en danger, en voie de... Donc, je ne sais pas exactement où ils se trouvent, là. Mais pour les communs que je vous montre là, eux, ils ne sont pas dans la liste, là. En tout cas, dans la péninsule, mais je sais qu'il y avait la tortue. Ah, puis c'est vrai, tortue est dans les... mais vu que je passais les communs, la tortue n'est pas dedans, mais tortue des bois est une autre de nos reptiles, là. Mais c'est pas... on a juste 3 serpents, mais c'est vrai qu'il y a la tortue des bois. Mais elle a été menacée, là. Oui. Maintenant, ça, c'était nos grenouilles, crapauds, rainettes. Maintenant, vous savez la différence au moins entre les 3. Si on voit une rainette, tu peux regarder le bout des doigts, voir si c'est rainette ou crapaud. Je vois On va attendre. Oui, est-ce qu'il y avait des questions pour cette partie-là? C'est juste une question, je vais répondre dans le chat. Tu peux continuer. OK. C'est ça parce que là, on a vu, eux, les grenouilles, crapauds, rainettes. Maintenant, nos salamandres. Et encore là, je le répète, là, on n'a pas de lézard. Et si ça ressemble à un lézard, c'est toujours une salamandre ou le triton. Puis c'est dans les amphibiens. Y a-t-il une question aussi? Non, c'était moi encore. OK. C'est d'accord. La salamandre maculée, c'est notre plus commune. Puis elle, la plupart des gens l'ont vue, là, parce que encore là, souvent, là, comme on disait, OK, c'est où on peut trouver telle espèce. Quand on la connaît plus, c'est souvent un animal qui fréquente plus d'habitats différents. Parce que c'est toujours relié à l'habitat. Tu sais, le crapaud, tout le monde a pas mal vu un crapaud parce que le crapaud, il vit dans tous les habitats. La couleuvre rayée, il vit pas mal dans tous les habitats. Quand il y a un habitat spécifique, ben là, c'est sûr qu'on c'est pas parce qu'il y en a moins, puis c'est pas parce que c'est plus rare, c'est parce qu'ils ont un habitat spécifique. La salamandre maculée, elle s'adapte pas mal à tous les habitats, mais aussi elle est un peu moins nocturne que nos autres salamandres. Elle est quand même nocturne comme la plupart de nos animaux sauvages. Mais donc, se déplace plus la nuit pour se nourrir. Mais elle, la salamandre, elle peut être assez grosse, jusqu'à 20 cm. 20 cm, c'est une énorme salamandre. Ça, j'avais vérifié. En tout cas, je ne veux pas m'avancer, mais il me semble que c'est dans les plus grosses salamandres, là. C'est quand même gros. Obscurité, humide. Même si on peut la voir le jour, puis elle va se déplacer le jour, elle va toujours chercher une place humide et noire. Donc, c'est pour ça que c'est important. On va la trouver sous une roche, remettez-la sous une roche. Elle aime les places qui fait noir puis que c'est humide. Plus commune, je devrais dire plus étendue là, dans différents habitats. Et encore là, ils vont pondre leurs œufs dans le lac. Et là, dans le lac, la salamandre maculée, elle va avoir un rituel avec la femelle, des belles danses, ils vont être en groupe. C'est vraiment impressionnant, les adultes dans le lac. Ils vont pondre leurs œufs, les larves qui ressemblent à un tétard de grenouille vont se développer, puis après ça, ils vont s'en aller dans leurs habitats adultes, terrestres, dans la forêt ou alentour de la maison, sous des bûches de bois. Et je voulais parler de 2 petites salamandres. Euh, on ne les connaît pas beaucoup. Les caractéristiques, on peut lire des choses sur les espèces, là, mais c'est des espèces qu'on voit moins parce qu'il faut vraiment fouiller pour les trouver. Parce qu'ils sont plus discrètes, ces 2 salamandres-là. Salamandre rayée, elle est assez petite. Elle va pondre des œufs, elle est ovovivipare, elle aussi, là, elle va pondre couvre ses œufs à l'intérieur du corps, elle va donner naissance directement à des petites salamandres. Puis elle n'a pas de stade, c'est l'exception de l'exception, la salamandre rayée. Elle n'a pas de stade aquatique.
elle donne directement naissance à des petites salamandres terrestres. Fait que, tu sais, il y a des exceptions là, dans nos amphibiens. Elle s'appelait la salamandre cendrée aussi. C'est la même espèce. Donc, la salamandre à point bleu, puis la salamandre rayée aussi, là, si on la tient, là, elle peut perdre sa queue. Là, elle va donner juste un coup, puis c'est comme un moyen de défense, là, juste pour se sauver. La salamandre à point bleu aussi, c'est discret, ça reste dans les places humides. Je connais moins ces deux salamandres-là, mais on en retrouve un petit peu partout dans tous nos milieux humides quand même. Je ne sais pas s'il y a des questions sur les salamandres, parce que là, on va tomber sur le triton, qui est notre dernière espèce, là. Le triton, c'est notre espèce spéciale. C'est une espèce spéciale parce que le cycle de vie, là, il est complètement différent de tous nos amphibiens. Ce que vous voyez, ben, il s'appelle le triton vert à point rouge. J'ai un ami, dernièrement, il m'envoie une photo du elfe. Le elfe, c'est le nom qu'on donne au bébé, au juvénile, le petit rouge qui est là. Il dit: Ah, j'ai trouvé une salamandre, quelle que c'est? Ah, c'est le triton vert. Il dit: Triton vert? Il n'est pas rouge. Tu sais, il m'envoie la photo, puis tu vois, c'est très rouge, là. Puis là, je dis: C'est le triton vert. Mais l'adulte est vert. Et là, l'adulte, cycle qui fait exception, justement, l'adulte passe sa vie aquatique, avec des branchies, il vit dans l'eau. Il n'y a pas de poumons terrestres comme nos adultes grenouilles, là. Eux, c'est complètement l'inverse. Ils vont vivre dans le lac toute leur vie et quand quand ils ont leur bébé, là, le bébé, c'est dans la forêt, il s'en va dans la forêt mais ça peut durer quand même, juvénile, c'est 1 à 2 ans quand même. Ça fait juvénile, il est petit, on l'appelle elfe, puis il est rouge, puis il est terrestre. Puis là, c'est l'adulte qui est aquatique. Donc, c'est l'inverse comme cycle. Ça, c'est le triton. Et c'est ça, je disais, le juvénile, il est rouge. On l'appelle elfe, puis il est quand même 7 à 12 cm l'adulte. Et Rachel, une question encore. Oui. C'est quoi les petites structures qui ressemblent à une plume dans le C'est petit? comme des nageoires. Comme des nageoires, oui. Et ça, c'est ça qui fait comme l'exception du tétard. Lui, ça serait plus un tétard qu'on pourrait différencier, là. Ah, excuse-moi. Non, ça, c'est, excuse-moi, c'est pas le tétard, c'est qu'on voit les pattes. C'est que ça, dans le temps des amours, la queue élargie. Puis ça, oui, ça aide à nager aussi, mais c'est un peu leur crinière aussi comme dans le temps de la reproduction, là. On le dit souvent là, dans les guides que le temps de la reproduction, la queue élargie, les branches, ben, les nageoires se fait voir là, pour des rituels là, d'accouplement. Parce que ça, c'est l'adulte, là. Oui, c'est ça, puis on voit les pattes, là. Fait que ça, c'est la dernière espèce. Fait que c'était ça qui étaient les espèces d'amphibiens et de reptiles. Je ne sais pas si ça a piqué votre intérêt ou qu'il y en a qui n'aimaient pas les serpents puis qui n'aiment pas plus les serpents. Mais c'est des êtres mystérieux puis qui ont beaucoup à nous apprendre aussi parce qu'ils sont très importants pour notre environnement. Puis ça, j'ai pas dit aussi les serpents, là, ça mange énormément de souris, de les hannetons aussi, les poux de terre, là, les June bugs. Beaucoup de nos salamandres vont aimer aussi les petites invertébrés. Donc, c'est important dans la chaîne aussi, là, nos amphibiens et reptiles. OK, on va terminer avec... Oh, j'ai pensé qu'il y avait des questions, mais c'est tous les gens qui disent « Bravo! » Merci. C'est 14 heures maintenant, 2 heures, mais s'il y a des questions, on peut prendre quelques pour quelques minutes. Quelque chose que peut-être Rachel n'a pas répondu. Ah oui, je voulais finir avant pour des questions, hein? C'est Oui, vrai. on a pris les questions tout durant, donc Oui. ça ne fait pas grand-chose. Quelques autres minutes OK. pour les gens de
de placer les questions, mais je veux dire encore merci à Rachel et merci au Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick pour faire cette présentation possible. Merci. Tout durant la présentation, j'ai fait un enregistrement, donc ça serait sur notre YouTube channel dans quelques journées. Et un autre merci de Nancy qui dit « Mon garçon de 7 ans a beaucoup aimé ». Donc, c'est... je suis contente. Oui. Ouais. Puis moi, j'ai du temps aussi, là, s'il y a des questions. Oui, avez-vous des dernières pensées, Rachel? Quelques pensées maintenant au terminer de présentation. Un grand merci. Oh, ça a bien allé. Je suis vraiment contente. OK, donc si vous avez des questions pour Rachel dans les journées qui s'en viennent, vous pouvez envoyer-les à moi. Tu peux me contacter à news@naturenb, news@naturenb.ca pour me joindre et je peux envoyer vos questions à Rachel. Mais maintenant, on dit un gros merci à Rachel Merci. et j'espère que tout le monde a une bonne journée. Peut-être vous allez trouver les serpents puis les crapauds, les grenouilles dans votre cour. Ou les entendre, ça c'est certain. Oui, entendre, oui, Oui. absolument.